Le mouton à 5 pattes. Bonjour à tous et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, je pense que c'est peut-être l'un des podcasts que j'attendais le plus. J'ai l'honneur, le privilège, l'immense plaisir de recevoir Nemesis, une boîte incontestable dans son secteur. Je reçois donc Yaël Pinchard et Sydney Funk. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter et également expliquer qui est cette légende de Nemesis? Écoute, merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour, moi c'est Yaël et puis... Et moi c'est Sydney. Merci de nous avoir saucé à ce point-là dès le début du podcast. En tout cas, Steph. Non, pour dire deux mots sur Nemesis, on crée des marques, mais comment on le fait tout est question de clarté en fait aujourd'hui. Si tu ne sais pas qui tu es, ce que tu fais, tu vas avoir beaucoup de mal pour vraiment sur le marché ou même en interne te développer de manière consciente et proactive. Et en gros, quand on a lancé Nemesis, on a vu qu'il y avait vraiment un gros pain dans le marché, que les gens aujourd'hui ils manquent de sens, manquent de clarté, ne savent pas où ils vont. Et pour sortir vraiment son épingle du jeu, tout passe par la clarté. Et donc on a créé une méthodologie complètement en immersion. Et depuis 3 ans, en effet, ça avance et on commence à faire un peu notre petit trou dans le game. Donc merci de nous avoir invités en tout cas. Ben non, avec plaisir. C'est une grande histoire qui a commencé il y a quelques mois entre nous, puisque je vous ai vu pitcher Nemesis un jour. Autant dire que ça a été le gros coup de cœur. Et ce jour-là, Sydney, tu expliquais que, en fait, il n'y a pas vraiment d'employer branding, ce qui m'a pas mal interpellé, vu qu'avec Wiggly, on travaille sur l'employer branding. Peux-tu peut-être expliquer pour toi quelle est ta vision du branding et forcément de l'employer branding? Ouais, comme dans toute spécificité, dans tout secteur, tu as tout le temps des modes, des buzzwords qui viennent. Et employer branding est un peu le buzzword du moment. C'est un peu le mot que tu entends à toutes les sauces. Mais de manière concrète, en fait, l'employer branding, c'est quel est le message que tu vas envoyer à l'externe pour attirer des candidats, en fait. Tu vois, ou après, retenir les candidats, ouais, ou retenir tes employés. Mais non, quand tu parles de retenir tes employés, là, on est tout de suite dans la culture d'entreprise, tu vois. Et tu dois voir ça un peu comme les deux faces d'une pièce. Vers l'externe, c'est un peu quelle est l'image que tu vas donner au monde extérieur, tu vois, en termes de qu'est-ce que tu vas vivre chez nous, tu vois, quelles sont les valeurs que tu projettes vers l'extérieur pour attirer des talents et les avoir, tu vois. Et en gros, c'est de la vente. Si tu dis, nous, chez Gentis, voici l'image qu'on a, voici nos valeurs, voici notre vision. Et en gros, tu attires des talents pour venir bosser chez toi. Et après, quand ils sont à l'interne, là, c'est un autre game qui commence. Là, c'est la rétention, en effet. Et là, c'est ta culture. Qu'est-ce qui est vécu au quotidien, tu vois, au niveau du top management, au niveau des principes, des valeurs, de la culture de la boîte. Qu'est-ce qui est vécu au quotidien qui fait que les gens vont pouvoir s'épanouir au sein de ma boîte, grandir et aussi aimer leur taf, tu vois. Et donc là, on est dans la culture d'entreprise. Tu dois vraiment voir ça comme vraiment les deux faces d'une pièce, quoi. Donc, je sais pas si tu vas rajouter un truc, Yael. Non, tu l'as très bien dit. En fait, employer branding et culture d'entreprise, ou company culture en anglais, c'est deux faces d'une même pièce. D'un côté, tu recrutes, de l'autre côté, tu retiens. Enfin, c'est attirer et puis garder chez soi. Donc, clairement, ça c'est, tout est dit quand tu dis ça. Le postulat de départ, quand on l'a présenté, c'est que, alors c'est peut-être biaisé parce que nous, on fait des marques de manière générale. Donc, on parle de branding comme la vision qui va driver autant les gens que tu recherches, le culture fit et ce genre de choses, que les actions, les tactiques que tu prends à l'intérieur qui doivent être on-brand, du coup alignées à cette vision pour lui faire voir le jour en fait en soi. Et donc du coup, oui, nous par le prisme du branding, on se dit l'employer branding ça n'existe pas parce qu'au final, ce que tu dois réussir à cristalliser pour les gens qui sont intéressés de venir travailler chez toi ou pas, ou même le marché, c'est quoi ta différence, et ce qui te rend unique, ta vision. Et ça, c'est ta marque en fait. Sa marque, tu la pitches, tu la vends, comme disait Sydney, à l'extérieur. Du coup, on va dire que c'est ça l'employer branding. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'on est parti du postulat au départ, de dire qu'en fait, employer branding, c'est rien de plus que juste ta marque, mais dirigée à une certaine audience. Et là, c'est potentiel candidat, le marché de manière générale, etc. Ouais, et si tu rentres à tout commencer à compartimenter en disant quand je communique, tu vois, vers des recrues potentielles, ça devient du employer branding. Mais quand tu fais de la vente, tu commences pas à dire c'est du sales branding. Tu vois, et c'est là où on commence à se tirer les cheveux. C'est juste être une boîte et encore plus être une marque. C'est être extrêmement clair sur quelle est l'idée que nous avons en interne,
en tant que groupe, qu'est-ce qui est légitime pour ce groupe, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous lie ensemble. Et après, c'est juste que tu vas appliquer ça en interne à travers toutes les couches qui existent à travers ta boîte et aussi à l'externe. Tu dois imaginer ta marque comme quelque chose, tu vois, une espèce d'une idée claire. Et en fait, tous les touchpoints, tous les points de friction qui existent aussi bien en interne qu'externe est une expérience de ta marque. Et en effet, faire un espèce de team building devient une expérience de ta marque. Est-ce qu'on va mettre des tables de ping-pong ou est-ce qu'on va aller faire une marche en forêt avec tout le monde? Qu'est-ce qui fait sens pour nos valeurs qu'on a ici, tu vois? C'est marrant ce que tu dis ça parce que j'ai lu une étude il n'y a pas longtemps et on a eu vraiment le feedback en live avec quelqu'un qui travaille ici dans le building. C'est que en fait, les personnes qui ont une mauvaise expérience candidat ou employé au sein d'une boîte n'achètent plus les produits après. Et ici, on a une grande boîte de téléphonie chinoise dont je tairai le nom, où on a parlé avec quelqu'un qui a dit mais moi, plus jamais, j'achèterai un téléphone ou un produit de leur marque. Donc au final, c'est quand même assez lié, quoi. C'est un excellent point, en fait. Et si on doit vraiment dumbifier c'est quoi le branding, en fait, c'est juste réduire les écarts qu'il y a, justement, entre ce qui est dit, ce qui est écrit et ce qui est vécu. Vraiment, c'est juste ça. Je le répète, c'est réduire les écarts qu'il y a entre ce qui est dit, écrit et vécu. Vécu, c'est ton expérience. Que ce soit aussi bien interne qu'en externe. C'est quelle est l'expérience que les gens vont vivre en se frottant à ta marque. Et là, tu viens de le dire avec l'exemple de la marque dont tu as le nom de téléphone extrêmement connu en Chine, hein, qui est ici implanté en Belgique. Bah, si tu vis en interne en tant qu'employé une mauvaise expérience, ça va altérer l'image que tu as de la marque, ta perception que tu as de la marque. Si dans les documents internes, il y a un message qui est donné et que vers l'externe, ça n'a strictement rien à voir, incohérence. Et l'incohérence, l'être humain ne répond pas à l'incohérence. L'être humain répond à la cohérence. Quand tu comprends quelque chose, bah, tu t'y attaches, tu vois. Tu as cet effet cognitif qui fait que tu aimes quelque chose. En fait, l'idée, c'est que nous, on nous pose souvent la question, genre, tu vois, vraiment le statement de base, j'arrive en meeting et le client me dit je suis nul en employer branding, tu vois. Genre, je suis vraiment nul, par où on commence? Et là, tu te poses toute une série de questions en te disant, mais oui, là, en fait, est-ce qu'on parle vraiment d'employer branding ou est-ce qu'on parle de positionnement tout court, de branding, en fait? Ouais. C'est en effet un excellent point. Ce qui est compliqué dans ce genre de meeting que tu as, c'est que les gens viennent te poser une question qui est très tactique, tu vois, en disant j'ai besoin tout de suite d'avoir des actionnables clairs, montrer qu'on est fort en employer branding, montrer qu'on a des vidéos de nos employés, montrer qu'on est une boîte cool, jeune, ou je ne sais pas quel est l'objectif derrière. Et le truc, en fait, c'est que c'est résolument quelque chose de stratégique et qui va percoler à travers la boîte naturellement, tu vois. Et c'est très difficile de régler, c'est un peu, si je dois donner une métaphore, c'est un peu, le gars vient avec une plaie complètement ouverte qui saigne et dit, mets-moi un pansement s'il te plaît Steph. Tu vois, j'ai besoin qu'on soit cool, mais en fait, il faut revenir à la source. Et en effet, la réponse est, souvent pour des problèmes qui sont aussi profonds, il faut remonter upstream, il faut remonter au niveau de la stratégie globale de la boîte en disant, mais est-ce que déjà les valeurs qu'on a définies, qui nous définissent en tant que groupe, est-ce qu'elles sont déjà vécues en fait? Est-ce qu'elles sont alignées? Ou est-ce qu'on dit en interne qu'on est transparent, mais on ne peut pas avoir une culture de transparence, on ne peut pas implémenter une culture de transparence parce que peut-être qu'on a un business, tu vois, ultra légal, ultra avec plein de règles. Bah, est-ce que c'est la bonne valeur? Et donc là, il faut juste mettre la bonne valeur qui est réellement vécue pour pas créer de problèmes aussi au sein de ta boîte et créer des frustrations. Parce que encore une fois, si une valeur n'est pas réellement vécue, tu crées des frustrations. Et ça, c'est marrant que tu dises ça parce que de nouveau, on a des clients qui nous disent, je caricature un peu, mais c'est concrètement ça, nous on veut juste attirer. Ouais, en fait, sûr. Tu sais quoi, mets-moi une belle vitrine, en gros, mets-moi une belle vitrine de Noël, mais à l'intérieur, je rentre pas de boules ni de guirlandes, quoi, tu vois. Et ça, c'est souvent aussi la problématique que nous on a, c'est qu'à un moment donné, on doit quand même se pencher, comme tu dis, sur, on peut pas avoir des actionnables immédiats. On doit vraiment penser au plus long terme, quoi. Ouais. Et tu vois, là, ça revient à cette notion de employer branding qui attracte ou qui est le recrutement, et puis ta culture d'entreprise. Là, c'est typiquement, on veut investir dans une phase de la pièce sans penser à l'autre. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est lié de manière générale. Parce que tu vas attirer un talent, mais derrière, tu dois prouver. Tu vas dire, on est ça, on est ça, on est ça. Tu vas peut-être faire des campagnes de recrutement, tu vas aller faire des foires pour essayer d'expliquer un peu c'est quoi ta culture d'entreprise. Mais globalement, quand tu arrives dans l'entreprise, c'est la culture qui va informer si j'ai été berné ou pas berné. Ouais, c'est ça. Et au final, moi, une des questions que je me posais, mais évidemment liée au recrutement qui est mon métier, c'est jusqu'où va l'employer branding, tu vois? Parce que pour moi, par exemple, donc tu veux vite attirer des candidats, et puis derrière, tu as un processus d'entretien qui est long de 6 mois,
et où au final le candidat ne se sent pas du tout valorisé parce qu'on le fait attendre, il n'a pas de feedback, il ne sait pas où il en est. Et déjà ça, pour moi, c'est de l'employer branding, tu vois. Bien sûr. En fait, c'est l'expérience de marque. Ouais. Donc, ils viennent avec un problème, on veut rapidement faire de l'employer branding, et en fait, derrière, ils se rendent pas compte que le processus d'entretien, le processus d'embauche, l'onboarding aussi est clé, du coup, sur comment est-ce que tu vas faire vivre ce qu'on t'a promis. Et en fait, Sinel disait, il y a la clarté en interne, donc savoir exactement ce pourquoi on existe. Et en fait, il y a la cohérence de cette clarté quand elle est montrée à l'externe. Et il faut pouvoir, sur tous les touch points et donc toute l'expérience, je me frotte à une marque qui met un entretien d'embauche en ligne, je vais aller voir les commentaires sur Glassdoor. Si on reprend la marque chinoise dont on ne peut pas dire le nom, en fait, c'est globalement ça. Les gens, ils n'achètent plus, mais en même temps, ils se font l'inverse d'un ambassadeur. Ils pourraient même aller poster des messages de prévention. N'allez surtout pas dans cette boîte, on vous prétend quelque chose, etc. C'est vraiment ça. Mais bon, ça, c'est un autre danger, parce que pour moi, Glassdoor, enfin bref. Après, l'anonymat de... Mais par exemple, typiquement, ces derniers temps, on demande des références aux candidats, depuis la nuit des temps, mais maintenant, les candidats demandent des références de nos entreprises. Bien sûr. Ils disent ok, très bien, moi je vais donner mes références, mais je voudrais également pouvoir parler de manière tout à fait honnête et transparente avec des anciens employés ou avec des employés actuels pour vraiment comprendre dans quoi je vais aller m'immerger dans ma carrière. Et je trouve que c'est vraiment, pour moi, ça montre déjà beaucoup de la part du candidat de vouloir comprendre ce qui se passe à l'interne. Mais des entreprises sont très frileuses. Bien sûr, et c'est là où vraiment, tu vois, les deux sont ensemble, quoi. Dans le processus d'employer brand et au moment où tu es dans un entretien, on cherche déjà à sonder ta culture. Ok, est-ce que ce qu'on me vend, c'est exactement ce que je viens chercher? Et c'est là, c'est intéressant, c'est parce que il y a différents aspects à l'employer branding. On peut pas dire que c'est pas un chantier sur lequel tu peux travailler avec des tactiques spécifiques à l'employer branding pour faire vivre ta marque. Forcément, c'est dirigé vers un public spécifique. Donc, quand tu communiques ta marque à ton client en direct ou quand tu communiques ta marque à un potentiel candidat ou un potentiel employé, ta voix reste la même, mais le ton change, les choses que tu vas mettre en évidence vont changer de manière générale. Et donc, en fait, ça, c'est intéressant de voir ce que tu dis. Les gens sondent aussi ta culture pour vérifier si c'est vrai. Parce qu'en fait, pour donner un exemple, on a créé Nemesis aussi sur base de frustration. Hein. On a en interne quelque chose qui vit très fort, c'est une marque, c'est la somme des gens qui y travaillent. Et on dit ça parce que quand il n'y a pas d'alignement en interne, tout le monde travaille dans une direction différente et au final, tu vas pas dans la même direction. C'est comme si tu prends une parallèle et que tu la décales de 3 degrés, au final, tu finis à l'autre bout du monde plutôt qu'à l'endroit où tu veux aller. Et donc, en fait, aligner les gens en interne, c'est important. Et donc, on dit une marque, c'est la somme des gens qui y travaillent parce que c'est les gens qui font la marque. Et donc, on se frotte à une marque dans laquelle on travaillait, c'est un peu la frustration qu'on a eue. C'est de l'extérieur, super beau bureau à la Google, t'as les chaises, open space, la totale. T'as l'impression, t'as le kicker à l'entrée, tu te dis putain, c'est génial comme culture d'entreprise. Puis après, tu rentres dedans. Si t'as pas écouté les recruteurs, tu sais pas que c'est surnommé Hunger Games. Hein, donc de l'extérieur, c'est ok. Déjà, t'aurais pu savoir qu'en fait, ce qu'on te vend et ce qui est vécu, c'est pas la même chose. Et puis on arrive au sein de l'entreprise où on voit que personne n'est aligné, personne ne sait ce qu'ils font. Mais ça détruit des gens. Ça peut Sidney parlait de frustration, mais on a vu des gens partir en pleurant. Et donc en fait, je parlais du processus, l'onboarding, le processus de recrutement, etc. En onboarding, jusque-là, tu vis encore l'idylle, quoi. C'est l'employeur brand. Hein. Non, mais le premier jour. Là, en l'occurrence, de là où on travaillait, c'était on care pour l'humain, la planète, etc. Puis après, t'entends semaine 2, t'entends le RH en chef qui dit c'est pas content, tu dégages, quoi. Et là, du coup, le clash est grand. Et c'est là où, du coup, tu peux réaliser qu'en fait, si t'alignes pas ce que tu communiques sur ta marque, donc ce que tu dis, et si tu n'alignes pas ça avec ce que tu fais, là, tu vas perdre des gens. Et aujourd'hui, on est dans un monde, surtout post-Covid, où les gens ont pu remettre en question c'est quoi le travail pour moi dans ma vie, et qu'est-ce que je veux faire. Tu parlais de statistiques tout à l'heure, et c'est drôle, ça m'a fait penser, parce que j'avais vu une conférence récemment qui disait que notre génération à nous, il y a 49% des gens qui ont fait une pause carrière à un moment donné pour reconsidérer ce qu'ils font. Et avant 40 ans, notre génération, il y a 7% de gens qui ont fait de la reconversion. Donc globalement, avec Covid, ça c'était 5 ans avant Covid, avec Covid, je ne doute pas que ça a été exponentiel. Les gens se sont dit, ok, merde, attends, c'est ça toute ma vie? Maintenant que je le fais à la maison, je peux peut-être considérer
ce pourquoi je vais travailler. Et donc, quand on parle d'employer branding, quand on parle de culture d'entreprise, la marque, l'idée forte, ce que nous on fait, entre guillemets, évidemment, on ne peut pas le voir autrement que comme quelque chose qui est crucial pour une entreprise. Tu dois un des gros challenges, parce que tu parlais d'alignement, et un des gros challenges, peut-être que les grandes entreprises rencontrent plus que les petites, mais après, peut-être que les petites le rencontrent aussi, c'est comment tu fais pour aligner tout le monde. Tu vois, parce que typiquement, tu prends l'exemple du RH, mais peut-être que la vision de la boîte est vraiment en mode durable, humain et tout, et qu'en fait, ils ont juste engagé un mec qui est un peu fou et qui, lui, n'est pas directement aligné avec les valeurs de l'entreprise. Mais c'est juste que les supérieurs ne le savent pas. Pour répondre à cette question, en fait, comment tu arrives à faire percoler tu vois, percoler, c'est exactement ça. Comment tu fais percoler ça, comment tu fais percoler ça à travers tous les layers de ta boîte. Ça fait un peu cliché, mais ça part d'une vision, tu vois. Et ça, beaucoup de boîtes ont une vision, mais il faut une vraie vision qui est portée par les leaders de ta boîte, que ce soit les fondateurs ou même le management, et qui soit embrassée, tu vois, vraiment. Pas une vision bullshit en mode on a rempli un canevas en disant, tu vois, un position statement. Il faut des valeurs, mais souvent, nous, on parle de valeurs en action. C'est-à-dire que si tu dis juste, voilà, notre valeur, c'est transparent. Ça ne donne aucun cadre, tu vois. Nous, par exemple, une des valeurs chez Nemesis, qu'on appelle un principe ou une valeur en action, c'est be egoless. C'est-à-dire que tu donnes un verbe et tu donnes une direction. C'est-à-dire que dans quoi qu'on fasse, on doit le faire sans ego. Tu vois, ça donne une direction, ça donne... Bien sûr, aucun ego. Non, mais c'est vrai. Tu peux me déchirer sur place en disant ce que tu es en train de dire, ça vaut rien, Sid. Je vais dire, OK, on en parle. Et ce n'est pas moi, en fait. C'est Nemesis. C'est là où c'est peut-être un des gros challenges pour beaucoup de boîtes. C'est pour les fondateurs d'arriver à se détacher de leurs valeurs à eux, qui sont intrinsèques en tant qu'humains, et à se dire, maintenant, je suis au service des valeurs de ma boîte et de ma vision d'entreprise. Ouais, je vais reprendre un segue là, j'en profite parce que j'ai lu récemment une quote, il n'y a pas d'auteur, mais c'est la culture, c'est ce qui se passe quand le boss quitte la pièce. Ah ouais, et on parlait de faire percoler, déléguer, etc. Et je trouve ça intéressant parce que tu lis l'histoire dans le livre Setting the Table du gars qui a créé Shake Shack. Et en fait, il a créé son premier restaurant, tout tourne génialement, etc. Puis il va pour créer le deuxième restaurant, en fait, il est plus présent dans le premier, et là, tout part en couille. Tu vois. Et c'est vraiment le gars, au bout du deuxième restaurant, il a fini par se poser la question et se mettre. Du coup, il a fait un break, il a arrêté les restaurants, il s'est dit, OK, c'est quoi l'idée ici ? Et en fait, il pensait d'abord mettre sa culture d'entreprise à plat. Et ce qu'il a mis à plat, c'était un truc sur l'hospitalité, quoi. Il a mis à plat sa vision, en fait. Et donc, c'est là qui est intéressant, c'est que quand il a cherché à mettre sa culture à plat, il a d'abord mis sa vision. Et c'est ça qui doit pouvoir être délégué. C'est ça qui doit pouvoir être mis sur place. Et c'est le même cas, je lisais pour Decathlon, tu peux même lire leur histoire. Decathlon, le gars, à un moment donné, est parti avec son équipe de management. Sidney disait le leader, le fondateur, mais aussi le management doit pouvoir incarner cette vision et en fait montrer par l'exemple aux employés ou à n'importe quel collaborateur, parce qu'il n'y a pas que les employés, hein. Une vision, ça peut exister aussi avec les partenariats que tu fais, le fournisseur que tu prends, etc. Tu choisis les gens en fonction de ce que tu essayes de créer dans le monde. Et ce gars chez Decathlon, il part avec son équipe de management et il se pose et il trouve ce qu'ils appellent notre sens. Et leur sens, c'est limite une vision, quoi. C'est en fait, c'est ça que je trouve important à retenir dans employer branding, culture branding de manière générale, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, arriver à donner un sens aux gens de pourquoi est-ce que tu viens travailler, une cause plus grande que toi-même, oui, le salaire, les bénéfices, etc., c'est important, c'est clé. Et puis aujourd'hui, on peut vraiment brasser le marché pour savoir c'est quoi la médiane, où est-ce que je me situe. Mais globalement, maintenant que les gens savent ça, ils viennent chercher quelque chose, ils viennent avoir un impact dans le monde. Et pourquoi est-ce que nous, on est autant des défenseurs de la marque de manière générale ? C'est que quand tu regardes aujourd'hui les études qui sont faites, le business, donc corporate et la marque de manière générale, c'est l'institution en laquelle les gens ont le plus confiance avant les ONG. Avant les ONG, c'est quand même incroyable. Et avant la politique. Donc dans le monde d'aujourd'hui, c'est le business et du coup forcément ce que le business peut apporter. On discutait récemment avec un client à nous qui disait quoi ça ? Avec Elon Musk, c'est ça. Votre client Elon, on dira pas ça. Voilà. Ça commence par Elon et ça finit par Musk. Et donc on discutait avec lui et il disait à juste titre, je trouve, on peut tous avoir un impact à notre niveau parce qu'on parlait de sustainability, mais une entreprise, c'est ça fois autant. Et donc
c'est ce que les gens attendent d'une entreprise. C'est de prendre le potentiel qu'il y a derrière l'entreprise et l'impact qu'il peut avoir financièrement, dans les choix qu'ils font, etc., de logistique, pour pouvoir avoir un impact dans le monde sociétal, écologique, environnemental, peu importe. Donc voilà. Mais j'ai quand même l'impression qu'on vit en ce moment un vrai paradoxe parce que on ressent très fort que le sentiment d'appartenance, la volonté de vouloir tout le temps se développer, c'est vraiment quelque chose de plus en plus important pour les candidats ou pour les employés en poste. Et pourtant, nous, toutes les semaines, on a des offres qui sont déclinées juste à cause du salaire, quoi. C'est-à-dire que si par exemple tu leur offres une proposition salariale égale à ce qu'ils gagnent actuellement, ils y vont pas, quoi. Pas tous. Et que souvent ils te disent non, moi j'y vais pas, c'est pour une question salariale, je vais plutôt aller chez Y qui lui m'offre 50 € en plus. Et tu te dis, mais en fait, tout ce sentiment d'appartenance, toute cette volonté d'apprendre que tu pourrais avoir dans une boîte, en fait, tu la mets de côté juste pour 50 € brut en plus par mois, c'est-à-dire 20 net, quoi. 20 € net. Voilà, enfin, tu bouffes 2 cuits en moins par mois. En gros, Ouais. c'est bon, t'as ton, Mais tu peux aller apprendre et tu vas quand même aller refuser. Donc, je pense qu'il y a quand même encore un côté très aveugle de ce que les gens ont réellement besoin, intrinsèquement besoin. Mais en fait, là aussi, on arrive à un sujet où tu peux juste pas plaire à tout le monde. En fait, tu vois, ce candidat-là, tu dois juste le prendre en disant, c'était pas mon candidat. Non, mais je te parle d'une série de candidats. Ouais, On ouais, voit ouais, vraiment mais un paradoxe exact. entre je veux changer de boîte parce que je veux apprendre, Ouais. je veux grandir, je veux une boîte à impact, Mais c'est que tout c'était ça. bullshit alors. Et puis derrière, C'était ouais, bullshit, c'est tout. C'est que ces gens-là étaient pas alignés avec ce que tu non. proposes. Je sais à quel point, en tout cas, le onboarding chez Gentis est ambitieux et qu'il y a beaucoup d'échelons et tu vois, de travail, d'éducation qui est fait, de coaching. Ça peut faire peur aussi. Mais ceux qui passent, tu vois, s'ils arrivent même pas à se dire, OK, je me lance, c'est que c'était juste pas un candidat pour ta boîte. Tu vois, et là-dessus, moi, je dirais que c'est un critère très positif. Parce que justement, être une marque, on peut l'expliquer comme donner de la clarté aux gens à faire un choix. Et si tu leur permets de faire un choix oui-non, c'est que tu as fait un excellent travail en amont de bonne marque. Ouais. Et un exemple que j'adore donner, c'est Desigual. Est-ce que toi, tu t'aimes ou pas Desigual? Non, mais tu vois, c'est... On a déjà parlé de ça. Mais oui, Tu mais, connais mon avis sur mais, Desigual, mais tu oui, peux pas mais le c'est dire. une excellente marque pour ça parce que Ouais, Desigual donne de la Mais tu aimes clarté ou aux tu n'aimes gens. pas. Exact. Tu C'est aimes clivant. ou tu n'aimes pas. C'est hyper Est-ce qu'un clivant. candidat qui se frotte avec Gentis pour la première fois en sort après 1 ou 2 meetings en disant en fait no go? Même si, tu vois, et 50 balles n'est qu'une excuse, un critère. Non, ou mais en tout cas... là, c'était alors là, dans cet exemple-là, typiquement, c'était pour un client, c'était pas pour Ok, rentrer ok. chez Gentis. Voilà. Mais on a le même exemple chez Ouais, Gentis, bien sûr, dans toutes encore les il y a boîtes. 2 Tu vois, semaines mais... aussi, dans toutes les boîtes. Mais je pense que là, nous, on arrive dans un autre challenge actuel, c'est que il y a trop d'attentes envers notre marque. C'est-à-dire que les personnes aujourd'hui postulent chez Gentis pour Gentis, Ouais. mais pas pour le recrutement. Ouais. Et donc, du coup, il y a vraiment, de nouveau, il y a là un challenge sur lequel nous, on est en train de travailler, c'est que ok, c'est fun de travailler chez Gentis 4 jours semaine, on fait la fête, on s'entend tous bien. Mais en fait, derrière, il y a quand même un contenu, il y a quand même un métier, Bien sûr. il y a une discipline. Et tu viens pas ici parce que tu as envie de faire un 4 jours semaine. Et nous, on a eu énormément de candidatures pour le 4 jours semaine, Ouais. mais pas pour le recrutement. Et ça, c'est un de nos gros challenges actuels. Le point 4 jours semaine est un excellent exemple, en tout cas, de vécu en interne. Si toutes les boîtes demain se lancent dans cette stratégie, dans cette tactique de se dire, on passe à 4 jours semaine, tu peux être sûr que 90% va se casser la gueule. Ça a marché chez toi et chez Gentis, car vous avez une culture très business, très, très focus impact, très focus, résultat. Parce que, ok, quand tu es dans les bureaux ici, c'est très agréable, il y a des chaises suspendues, etc. Mais il y a aussi des écrans avec des stats. Tu vois, donc ça fait aussi partie de votre culture de dire... Clivant, hein. Oh. De nouveau, les candidats se baladent ici, Ouais. et il y en a qui ont refusé de travailler Bien chez sûr. nous pour les écrans. Hein. Mais ça, c'est génial. Ça, c'est, pour toi, ça doit être des green flags en disant, OK, j'ai fait un bon truc, parce que le gars, en mettant 10 minutes les pieds ici, il se dit, non, je peux pas. Tu vois, c'est pas pour moi, je vais me faire broyer. Et tant mieux, c'est pas grave, tu vois. Il y a des boîtes pour tous les moods, pour tous les styles. Et l'exemple du 4 jours semaine, quelqu'un qui viendrait en disant, oh, 4 jours semaine, on va me donner de la liberté. Non, c'est le message que tu envoies toi avec ton 4 jours semaine, c'est de dire, les gars, ou les nanas, on a confiance en vous sur le fait qu'en 4 jours, vous allez atteindre vos objectifs. Les objectifs n'ont pas été réduits de 25%, hein, si je dis pas, de 20%, si je dis pas de conneries. Non, pas du tout. Donc, c'est juste, tu leur as donné une flexibilité en disant, guys, le deal, c'est juste 4 jours semaine, mais les objectifs ne changent pas. Et le message, il est plus de j'ai confiance en vous qu'en 4 jours semaine, vous êtes des grands garçons, des grands gaillards pour arriver à atteindre vos objectifs. Mais c'est pas à dire, ah, maintenant, tu vois,
c'est YOLO, quoi, tu vois. C'est comme disent les Jones. Non, mais tu vois. Non, mais tu vois. Et c'est là où on revient peut-être au point de départ de tes clients qui viennent te voir en disant « Ah, moi, je veux améliorer ma culture d'entreprise, mon employer branding, etc. » Le but, c'est pas de faire ton marché avec toutes les techniques qui existent ou les tactiques en disant « Ah, je vais mettre une table de ping-pong, je vais mettre des chaises colorées. J'ai vu un reportage sur Google, je vais mettre un toboggan qui fait un tour et qui arrive dans des boules. Je vais mettre, tu vois, de la bouffe gratuite à tout le monde. » Hein? Non, mais tu vois. Non, mais tu vois, et c'est pas ça qu'il faut comprendre. C'est qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui fit pour moi, tu vois. Et ta question de tout à l'heure, quand tu disais, quand j'ai des clients qui viennent me voir en disant les gars, je veux travailler sur mon employer branding, est-ce que c'est du branding ou est-ce que je peux le faire? Bah, la question à poser, c'est est-ce que vous êtes en interne aligné sur vos valeurs? Est-ce que vous avez une vision claire? Si le cas est oui, c'est OK, bah, on travaille ensemble sur implémenter ces valeurs, votre vision d'entreprise, dans un processus, dans un funnel de recrutement. Tu vois, et dans un funnel de recrutement, c'est comme on l'a expliqué depuis ces 15 dernières minutes, c'est aussi bien du premier message que tu envoies à un candidat pour dire « Ah, ça serait cool que tu viennes travailler ici » à tout l'onboarding, tout le process de recrutement, puis tout l'onboarding, et jusqu'à ces 6 premiers mois. Et là, tu travailles sur comment amener un client qui ne me connaît pas à qui commence à me connaître, et là, c'est un funnel de recrutement, tu vois. Et si ces gens-là sont très clairs, il y en a beaucoup, hein, des boîtes qui sont très claires sur leur vision, sur qu'est-ce qu'ils veulent faire, et maintenant, ils sont juste dans l'application de cette vision, tu vois, dans un funnel de recrutement. Mais là aussi, c'est un peu la question piège où on sent que souvent les entreprises, les clients ne savent pas répondre, c'est quelle est votre culture d'entreprise? Et là, souvent, tu as le blanc, tu vois, qui est, en gros, quelle est ma culture d'entreprise, tu vois. Et comment est-ce que tu définis la culture d'entreprise, justement, dans ce funnel? Comment tu fais pour... Quel mot tu mets sur une culture d'entreprise? Moi, je trouve ça quand même assez compliqué d'expliquer. Ouais. Alors, nous, on a mis des mots dessus, mais je comprends que 99% des boîtes sont incapables de mettre des mots sur, en fait, quelle est ta culture d'entreprise. Déjà, ça part mal, parce que la question de base de quelle est ta culture d'entreprise est très mauvaise. Parce que tu ne sais pas répondre à cette question, car la culture d'entreprise a un résultat. Tu vois, et comme on le disait avant, hein, tu mets, on va dire, des éléments en amont en disant voici ce que nous on espérait, voici aussi ce qui est vécu au quotidien. Parce que tu pourrais très bien dire demain, tu mets une règle dans un manifeste ou n'importe où sur ton site, t'envoies un mail tous les jours en disant les gars, les meetings, il faut être là toujours 5 minutes en avance. Et imagine que la culture d'entreprise, ce qui est réellement vécu en réalité, c'est que tout le monde est tout le temps en retard. Bah, ta culture n'est pas la rigueur, en tout cas dans les timings. La culture, c'est juste que on est tout le temps en retard à gauche à droite, et c'est un résultat, tu vois. Donc ouais, non, pour rebondir sur ça, pour rebondir sur ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que aller dans le livre Rework, ils disent en anglais culture is the byproduct of consistent behavior, et c'est un peu la même analogie qu'on peut faire avec la confiance. Simon Sinek qui disait la confiance, c'est un résultat. Tu peux pas dire maintenant toi aie confiance en moi. En fait, tu dois faire des choses et puis sur tes actions, tu construis de la confiance sur le temps. C'est la même chose. Tu construis ta culture sur le temps et la culture, c'est un résultat. C'est même, je dirais, une photo à un moment T. Il suffit que tu embauches 3-4 personnes, ta culture, elle va changer. Mais même si tu essaies d'avoir un culture fit, je dirais. Mais tu es d'accord de dire que au fond, toute entreprise a une culture d'entreprise. Consciente ou inconsciente, tu as une culture d'entreprise. Et c'est le résultat des actions que tu prends au quotidien. Et encore une fois, les actions conscientes ou inconscientes. Il y a des choses que tu fais, tu n'en as pas conscience. Voilà, tu n'en as pas conscience. Et c'est des comportements, du coup, qui sont partagés par tout le monde. Et en fait, allez, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas agir sur ta culture d'entreprise. Tu peux prendre le temps de mettre des mots comme tu as fait. Mais ce n'est pas parce que tu écris les mots sur le mur qui vont être vécus. Encore une fois, c'est le gap entre ce que tu dis et ce que tu vis. Et c'est ça qui est important dans la culture d'entreprise, je dirais. Moi, c'est vraiment de pouvoir prendre le temps et c'est pareil pour ton employer branding. En fait, on parlait tout à l'heure des gens qui arrivent et le candidat pour 50 € brut, il va pas aller là parce qu'il n'y a pas ça. Je pense que c'est soit parce que la culture a bien fait son boulot de filtrer les gens, enfin l'entreprise a bien fait son boulot de filtrer les gens, ou au contraire, c'est que l'entreprise n'a pas fait son boulot de mettre en avant ce qui la rend unique, et du coup, le candidat voit pas la plus-value s'il n'y a pas l'argent, quoi. Et c'est la même chose, c'est pour ça que je voulais le raccrocher à la culture d'entreprise de manière générale, c'est qu'il faut pouvoir amener et prendre ce temps de pouvoir dire ok, on clarifie ce qu'on est, ce pourquoi on existe, et puis du coup à partir de là, tu sauras dire c'est quoi ta culture, tu sauras dire ok, quel genre de personnes je recrute pour faire on va dire culture ad ou culture fit, peu importe comment tu le vois, mais pour pouvoir match cette vision, cette ambition et ce qui existe aussi.
Je rajouterais juste un petit truc, c'est en effet, tu ne peux pas définir ta culture d'entreprise, mais tu peux en faire une photographie, de dire voici le constat, mais tu peux par contre l'impacter. Et tu peux l'impacter à différents niveaux. C'est toujours, il faut voir à chaque fois sur l'aspect stratégique et l'aspect tactique. Dire qu'à chaque fois qu'on fait une vente, on sonne un gong, c'est une tactique. Tu vois, c'est une tactique que tu peux mettre en place, qui est du fun et qui est vécu et qui passe nickel, chrome, au sein de la boîte. Tout le monde est content quand il a une vente, il va péter le gong et il est content. Ça, c'est des tactiques. Mais ça ne veut pas dire que c'est réellement ça ta culture d'entreprise. Mais sur l'autre versant, au niveau stratégique, c'est simplement être extrêmement clair sur qui tu es et quelles sont les valeurs qui nous lient en tant que groupe. Et c'est pour ça que nous, quand on crée des marques, on va jusqu'à dire on a un impact sur la culture d'entreprise. Tu vois, on va pas définir une culture parce que ce n'est jamais dans le marbre, elle est mouvante, tu vois, en fonction de ce qui est vécu toi dans tes bureaux à travers le monde. Il y a des différences, tu vois, il y a des différences au niveau culturel, il y a des différences. Est-ce que comme l'employer branding, tu peux faire, pour reprendre tes mots, tu peux faire percoler une culture d'entreprise, tu vois? Est-ce que c'est quelque chose qui se vit, qui n'est pas en fait... Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt abstrait, on va dire, qu'on vit au quotidien, nous, en tant qu'employés dans une boîte, selon les décisions prises par le management, la transparence, la non-transparence, la hiérarchie, non-hiérarchie, Ouais. voilà. Ou alors, est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire percoler grâce à des ambassadeurs ou grâce à des personnes? Ouais, il y a pour ça, c'est assez juste, hein. Le management a un rôle crucial à faire exister la culture d'entreprise. Si tu prends l'exemple de Uber à l'époque, bah, c'est deux gars qui partent à Paris, ils essayent d'attraper un taxi en levant la main. Ah ouais, ça marche pas comme aux États-Unis, c'est pas comme ça. Ok, bon, bah, on rentre à pied sur l'hôtel, vers notre hôtel, on se pose la question. Ce serait cool de pouvoir avoir une app. Ils lancent Uber, ça s'appelle Uber Cab à l'époque, et c'est genre juste pour leurs potes, quoi, une centaine de potes. C'est des voitures noires, ça change du taxi jaune, et ils se disent on va faire un service de luxe, quoi. C'est vraiment l'effort à mettre en place une application. Donc en fait il faut que le service soit clean, et donc c'est même des limousines noires, des choses comme ça. Et donc là ta culture d'entreprise, ou l'idée que tu essayes de faire vivre avec ta culture d'entreprise, c'est le luxe. Et alors à un moment donné ils ont eu un choix: est-ce qu'on investit et on achète nous des voitures, mais du coup tu responsabilises pas non plus le chauffeur. Et c'est ça, hein. Je te rappelle au début de Uber, c'était clean, quoi. T'arrivais, t'avais une bouteille, t'avais un snack, le gars était hyper poli. Voilà, t'avais tout le service. Et donc, du coup, parce que ils se sont mis une ambition et une vision, bah, ça percolait jusque au chauffeur. Et pour donner jusqu'à l'expérience. Et pour donner un exemple de comment est-ce que le top management a pu donner vie et donc actionner cette culture, c'est que avec leurs 100 premiers chauffeurs, plutôt que de leur donner un meilleur salaire ou une incentive à mieux travailler, ils les ont emmenés dans un restaurant genre 3 étoiles. Et en fait, ça c'est un moment clé pour Uber. Quand on veut faire vivre le luxe, bah, tu fais vivre le luxe jusqu'à tes employés, on va dire. Donc ils ont emmené leurs chauffeurs, ils leur ont fait vivre une soirée extraordinaire, et ça a créé et de l'employer branding et de la culture. Ça a montré que, bah oui, si on prétend qu'on est le luxe, ça existe pour de vrai, regarde, on te fait vivre une expérience luxueuse. Et ça a donné une incentive, et ça a fait des ambassadeurs, en fait, des 100 premiers chauffeurs pour aller dire, mais venez travailler pour Uber, un truc de fou. En fait, regardez, on a vécu cette expérience. Ouais, you walk the talk, quoi. Voilà, exactement. Donc, ils ont exemplifié l'essence, l'idée qu'il y avait. Si l'idée, c'était le luxe. Après, l'idée, elle a changé. Ils ont ajouté Uberpool et tous ces trucs-là. Mais globalement, c'est important. Et c'est pareil, des tactiques d'employer branding qui avaient été mis en place par Uber, c'était le programme de référal. Tu touchais un peu d'argent quand quelqu'un venait s'inscrire comme chauffeur. Bon, ils ont coupé ça, et donc ils ont perdu une majorité des fans, parce qu'en fait ça a fait changer la culture. C'est une culture de confiance, je recommande machin, etc. Après c'est devenu juste une culture de commission, quoi. Donc, là tu as transformé ton entreprise, et tu as perdu une partie des gens qui se faisaient les bons ambassadeurs, je dirais. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'au final, et c'est un peu ça, bah, l'autre topic, on va dire, dans l'employer branding, c'est les ambassadeurs, quoi. L'employee advocacy, Ouais. aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus demandé. Et honnêtement, je ne sais pas si vous avez des recettes magiques, mais moi, quand je suis quand je suis avec Weekly face à un client, l'employee advocacy n'est pas quelque chose autour duquel tu formes. C'est-à-dire que tu peux faire prendre conscience les employés, tu peux leur dire, voilà, ce serait sympa, mais au final, ça doit être quelque chose de tellement naturel, spontané, de dire, en fait, cette boîte-là, mais je la kiffe tellement que, en fait, je vais en parler. Mais pour arriver à ce stade-là, franchement, moi, honnêtement, là, on est en train de nous-mêmes
se former et lire pas mal autour, mais j'ai pas les clés pour comment est-ce qu'aujourd'hui, des actionnables, comme tu dis, très rapides, pour qu'un employé passe de « je ne bouge pas même si je suis très content », ben, je communique pas à « je vais aller communiquer activement autour de ma boîte qui est vraiment une boîte de rêve ». Quoi. Bon, déjà, je pense qu'il y a un prérequis, c'est qu'il faut que ce soit clair aussi, c'est pourquoi tu travailles. Déjà, de base, c'est, on va dire, la vision, l'idée de la marque. Qu'est-ce que tu veux dire que ce soit clair pour qui ? Pour tout le monde qui travaille dans tout le l'entreprise. monde. Parce Ok. que, allez, il y a, je pense, une grosse part de la timidité à communiquer. C'est est-ce que je vais être on brand si je communique ? Est-ce que j'ai le droit, etc. À partir du moment où déjà tu responsabilises tout le monde et tu dis, voilà, la direction qu'on prend, c'est celle-là, et puis on fait tout pour y arriver et on va tous dans la même direction, bah, globalement, tu as déjà donné permission aux gens de se dire, oui, l'idée de mon entreprise, c'est ça. Et aussi, tu leur as donné un peu plus de sens, un peu plus de... Parce que généralement, quand tu mets une vision à ton entreprise, c'est pas simplement faire 100 000 € de chiffre d'affaires en plus ou avoir une team dans un autre pays, quoi. C'est essayer de, comme disait Steve Jobs, create a dent in the universe, quoi. Laisser ton empreinte dans l'univers. Et donc, les boîtes qui ont les plus grands, tu peux le voir, rétrofiter, on va dire, le succès des entreprises qui ont le plus de brand advocates, des ambassadeurs de marque, on va dire, c'est souvent des gens qui ont une vision inspirante, de un, et de deux, qui multiplient les occasions de la faire vivre au sein de leur entreprise. Donc, plus tu multiplies les occasions en interne de faire vivre ça, plus tu vas armer les ambassadeurs de ta marque, enfin, tu vas transformer tes employés en ambassadeurs de marque. Et un exemple de ça, c'est Zappos, quoi. Zappos, c'est ce gars, Tony Chies, je crois il s'appelle, et il est à un congrès international de business, et puis il rentre à l'hôtel avec, il est 3h du mat, il rentre à l'hôtel avec un groupe de prospects, de potentiels clients, etc. Zappos, c'est Zalando hein, aux États-Unis, mais il y a 25 ans, quoi. Ah ouais, non, et lui, il a une vision, et tout le monde est au courant de cette vision, c'est Deliver Wow. C'est customer centric, vraiment, c'est son truc. Et donc, il veut prouver que sa vision, elle est incarnée par tout le monde et qu'il n'y a pas besoin qu'il soit derrière. Et ce qu'il fait, c'est que il est 3h du matin, ils ont tous faim, ils sont un peu bourrés, ils sont dans l'hôtel, et il dit appelle mon customer service, il va nous renseigner où est-ce qu'on peut manger, quoi. Et donc là, tu as un de ses prospects qui le prend au mot, qui dit ok, on va jouer. Et il appelle le customer service Zappos, et puis il tombe sur une nana. Elle n'est pas briefée, la fille, au départ. C'est vraiment juste à l'improviste. Ouais, je suis dans telle région, Las Vegas, machin, je suis à un congrès. J'ai faim, où est-ce que je peux manger ? Rien à voir avec son business. Et pour autant, la nana, elle a dit 2 secondes, elle a posé le téléphone, elle est revenue et elle leur a donné 3 endroits pour aller manger. Et ça a juste prouvé que tout ce qu'ils ont mis en place, et Zappos est réputé pour ça, Great Place to Work depuis un moment, pour aller faire des festivals dans le désert, des événements. Ils ont une équipe qui s'appelle Brand Aura à l'intérieur de l'entreprise. Ils ont des fun engineers ils ont un seul job, c'est créer des événements culturels. Donc je dis pas qu'il faut faire ça pour tout le monde, mais juste il faut trouver la manière, la tactique d'activer ta vision à l'interne, quoi. Et ça, du coup, tu vas armer les gens à communiquer. Parce que les gens, ils vont pas communiquer... tu fais pas un ambassadeur qui va dire... qui va réciter ta mission ou ton positioning statement. Alors, à telle entreprise, on fait ça pour le monde et on se positionne comme ça sur le marché. Tu vas... armer quelqu'un qui va dire génial, on a fait un événement de dingue où on était tous en interaction sur tel topic, on a fait un test VR pour prouver qu'on pouvait se faire test de confiance, j'en sais rien. Tu vas communiquer sur les tactiques mises en place. Mais ces tactiques-là, elles existent dans ton entreprise et pas dans l'entreprise à côté, d'une seule manière, qui est celle qui fait vivre la vision. Mais tu vois, là, nous, on a vécu vraiment un gros challenge, c'est que on a donné pas mal de formations au début en se disant, ok, il faut qu'il y ait une prise de conscience autour de l'employee advocacy. Et donc, il y a un formateur externe, Xavier Degros, qui est venu et qui a donné pas mal de formations, entre autres sur les réseaux sociaux, sur aussi la prise de conscience que, en fait, si tu es bon en personal branding, tu ne devras jamais chercher un job. Parce que tout le monde n'arrêtera pas de te chasser parce que tu positionnes la marque de manière très forte et tout. Et en fait, nous, on a toute une partie de nos équipes qui n'a en fait pas du tout suivi le flow, mais qui par contre, une fois qu'ils ont quitté Gentis, sont devenus très très forts dans le personal branding et dans la vente d'eux-mêmes, quoi, tu vois. Donc en fait, on les a armés. Okay. Et on les a pas armés pour Gentis au Weekly, on les a armés pour eux-mêmes, mais pour l'avenir, quoi, tu vois. Et ça a été c'est un peu le challenge qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on essaie de donner les armes, mais par contre, ils les utilisent pas
au sein de notre entreprise. Et ça, c'est un de nos gros challenges. Ouais. Et là, en fait, il y a deux parties à voir. Il y a la partie que toi, en tant que manager de Gentis et de Weekly, ce que tu essaies de mettre en place, et après de voir comment ça prend. Tu vois, de l'autre côté. Parce que si ça ne prend pas de l'autre côté, en effet, tout ce que tu mets en place ne prend pas. Il faut comprendre que tu as différents niveaux par personne de comment cette personne va prendre la culture de ma boîte. Le premier niveau, c'est comprendre, et c'est limite le premier curseur de dire est-ce que ce gars peut bosser dans ma boîte. C'est cette personne comprend mes valeurs. Il y a un culture fit. Je le recrute. Tu vois. Mais après, avec les niveaux, et peut-être que tu pourrais ajouter ça dans vos niveaux en interne de comment vous valorisez des talents. Tu vois, as le niveau impact business, impact sur les équipes, impact en termes d'expertise dans son domaine, mais tu pourrais aussi avoir impact sur la culture de ma boîte. Et là, tu peux faire une gradation au niveau des niveaux en disant le niveau 1, c'est cette personne comprend, donc il peut être dans mes bureaux. Le deuxième niveau, c'est cette personne comprend, mais incarne les valeurs dans ses comportements au quotidien. Tu vois. Troisième ou quatrième niveau, c'est cette personne, en plus de comprendre et d'incarner mes valeurs, il les partage et il est garant de ces valeurs. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une connerie qui n'est pas du tout alignée, imagine, c'est toi, vous avez des valeurs de jamais, je sais pas moi, être pushy avec un client, de toujours comprendre les besoins et de vendre la bonne solution, et que s'il n'y a pas une solution qui existe pour ce client en fonction de ses besoins, tu dis juste, écoutez, il n'y a pas de fit, tu vois, t'es sec, tu vas jamais être pushy. Et si tu vois un vendeur qui commence juste pour ses stats à tirer le truc en disant non, je vais lui vendre un truc, je m'en fous, à parler à la machine à café, ben là que tu vois un des candidats qui, en plus d'incarner les valeurs, de les comprendre et tout, et dit non, mais ça, c'est pas Gentis, hein. Ce que tu es en train de faire, tu n'as rien compris. Et il le recadre. Là, tu as encore un niveau supérieur, tu vois, au niveau culture. Et puis là, tu atteins des niveaux en mode où tu arrives au niveau, si tu continues, en mode thought leadership. Est-ce que le gars va commencer à en parler et à l'incarner en dehors de mes bureaux, de ma boîte? Et c'est là où on en arrive à, tu as des talents qui ont réussi tout ça et commencent à parler sur les réseaux sociaux avec comment tu les as armés, en disant, guys, regardez les outils que vous avez devant vous et ce que vous pouvez faire. Et là, ces personnes-là, direct, ils captent le potentiel, ils disent, mais oui, j'ai tellement compris Gentis, ce qu'on était en train de faire, ce qu'on incarne, etc. Je veux en parler vers l'extérieur parce que ça va nous aider, tu vois. Et donc là, ils ont une conscience, ces gens-là ont un profil déjà où ils pensent plus au niveau micro-opérationnel. Ils pensent déjà, c'est des potentiels pour toi manager parce qu'ils pensent déjà au niveau macro, voire même shaping, tu vois, de la boîte Gentis. Et là, tu as le next final level, c'est est-ce que cette personne participe à shape ma culture? Tu vois, et là, on est à un niveau où tu as des discussions avec lui, où il va même rechallenger tes valeurs en interne qui sont vécues en disant non, on pourrait écrire cet événement-là, tu vois, et qui vont être garants et vont t'aider à faire vivre cette culture. Tu vois, et c'est des trucs bêtes, mais c'est très focus humain. Tu peux pas demander à un gars qui va pas capter ça. Tu vois, et c'est pas grave, tu vois, il sera fort dans une autre expertise ou d'autres domaines, mais tu peux pas demander à tout le monde tout d'un coup de shape ta boîte, tu vois, et ça c'est au quotidien, c'est avec tout ce que tu mets en place que tu vas voir, il y en a qui vont ils prennent le train et ils y vont, et il y en a qui vont jamais s'arrêter, qui vont toujours grandir et à l'infini et qui sont des potentiels, soit ils montent le plus haut possible avec Gentis, ça devient demain t'es managing director dans des régions, etc. Ouais. Ou soit ils créent leur boîte à un moment, ils se cassent, ils se disent mais en fait ouais je vais lancer ma boîte, et ça c'est limite t'as aidé cette personne à se lancer, c'est tout aussi chouette. Mais je pense qu'il y a ce que tu mets en place toi pour essayer d'armer, hein, comme il le disait, hein, d'armer tes équipes à comprendre le potentiel, et après ceux qui se laissent armer, qui prennent le truc avec plaisir et qui disent ok je vais push le truc, quoi, tu vois. Donc ça, je pense que ça reste de l'humain. Hein. Ça reste de l'humain, et c'est très très compliqué aussi de détecter ça en entretien. Bien sûr. Est-ce que cette personne va vivre mes valeurs? Est-ce que cette personne est en ligne? Alors bon, après, tu as des petits trucs, hein, tu as des petits trucs à gauche, à droite, mais parfois tu le détectes pas en fait, parce que aussi c'est souvent un jeu de rôle, les entretiens, et les personnes ne se montrent pas telles qu'elles sont, quoi. Et je crois que c'est encore plus dur pour une boîte comme Gentis qui est très focus sales, business, où là, tu as des gens, les 3/4, je dirais, savent très bien se vendre. Tu vois, naturellement, ils parlent bien, tu vois, donc c'est encore plus dur. Ah non, c'est clair. Mais je voulais rajouter un truc là-dessus, parce que c'est vrai que dans le meilleur des mondes, tu crées toutes les opportunités pour que toutes les personnes puissent exister à tous les niveaux, et donc forcément, tu réalises que tout le monde, qui, s'il a un niveau qui n'est pas encore de shaping, ne peut pas forcément être ce que tu attends de lui, et tu vas trouver le moyen de l'armer, et en gros, tout le monde augmente. Ça, c'est pas forcément... et tout le monde ne va pas... prendre tous les postes et tous les rôles à un moment donné. Donc ça, faut pouvoir le comprendre. Et je pense que dans ce que tu disais, elle est dans la question que tu posais, je pense qu'il y a aussi une des choses qui est importante au regard des gens qui viennent, ouais, comment est-ce que je fais mon employer branding? Bah,
allez, c'est Simon Sinek encore qui disait si ta culture ou ce que tu écris sur ta culture dit quelque chose et qu'on voit le management faire autre chose, en fait, ça en vient aussi. Est-ce que le management doit montrer que c'est possible? Et là, je reprends Zappos, Deliver Wow et Human-Centric et ce genre de choses. Les gars, ils partent en after work et c'est une de leurs valeurs, c'est on est une famille. Alors, c'est un peu tricky à dire ça d'une boîte. Très tricky. Mais voilà. Mais on est une famille. Et donc, du coup, on part en after work et les conjointes peuvent se joindre à nous. Et il y en a une qui s'appelle Nancy dans l'histoire. Et c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire, mais du coup, ils partent avec l'équipe voir un match de hockey. Et puis, Nancy, elle dit, merde, mon conjoint peut pas venir, est-ce qu'il est coincé au travail, il peut pas se déplacer. Et là, quand tu as le top management, donc là, c'est le CEO qui détourne le bus pour aller chercher le mari sur place. Là, du coup, tu montres, tu vois, beau, tu fais vivre ta culture d'entreprise et tu montres que c'est autorisé aussi. Et donc, le management a un rôle crucial à montrer ce qui est possible ou pas, et encore plus dans en faire des ambassadeurs. Regardez, vous pouvez aller jusqu'à montrer ce genre de choses. Et la fin de l'histoire, ils n'ont jamais vu le match car ils ont commencé à faire tous des détours en 4 heures. Pour chercher tous les maris. Exactement, tous les maris et les enfants et tout. Et ils sont jamais arrivés au bout. Non, mais cette histoire, on parlait de faire des brands d'ambassadeurs. Là, la nana, elle est convaincue derrière. Elle est convaincue. Elle va aller raconter ça à tout le monde. Elle se fait ambassadeur de Zappos à toute personne qui le raconte. Tu sais même pas ce qu'il a fait. Il a détourné le bus pour aller chercher mon mari. Et le mari lui-même, il sort de là et t'as un bus écrit Zappos en grand et tout plein de gens qui sont là en train de faire la fête. Et il sort de son office et tout le monde lui dit putain c'est quoi ce délire? Et en fait, il dit bah ouais c'est ma femme, elle travaille chez Zappos. Ils viennent me chercher pour que j'aille voir un match de hockey. Oh truc de fou. Et donc là tu crées en fait des moments de brand advocacy quoi. Mais pour te donner un exemple, mais bon là c'est vraiment un exemple à très petite échelle. Cette nuit, dans une boîte de nuit dont je tairai le nom au bois de la Cambre, il y avait un tout petit junior qui vient de commencer chez Gentis, qui veut nous rejoindre, quoi. En gros, on avait dit on fait tout un dîner avec le management, mais voilà, à partir de minuit, vous pouvez tous nous rejoindre, quoi. Ouais. Et on est tous à l'intérieur, on est tous en train de faire la fête, de danser ensemble. Et là, il y a un consultant qui arrive et qui me dit écoute, Steph, le petit junior, il est bloqué à l'entrée, ils veulent pas le faire rentrer, quoi, tu vois. On va voir Farid et je lui dis qu'est-ce qu'on fait. Farid et moi on va le chercher. Farid a racheté la boîte. Alors ça c'est notre partie. Farid a racheté tous les sorteurs. Et en gros Farid et moi on arrive dehors et on dit au sorteur laisse-le rentrer, il est avec nous quoi tu vois. Et le consultant, il nous a regardé, il a fait mais je ne m'attendais jamais à une haie d'honneur pareille. Il était complètement, il nous a vu, il a fait mais pourquoi et lui il a vraiment cru c'était top que ça soit et vous lui deux, il a vraiment cru qu'on allait le laisser dehors, enfin en gros que personne n'allait venir le chercher quoi tu vois. Et quand il nous a vu tous les deux arriver, il était vraiment là mais attends mais en fait bah oui je vais pouvoir rentrer et après il nous a remercié 20 fois mais c'était vraiment tu voyais que tu vois à un moment donné tu as un impact et ça doit se refléter à tous les niveaux de l'entreprise quoi. Mais tu vois cette réaction que vous avez eue avec Farid, tu peux pas la mettre sur papier. Mais tu sais pas la mettre sur papier. Non, ça tu peux pas la mettre. Et c'est là où parce que effectivement vu que bon avec vous c'est chaque fois la même chose, on peut faire des podcasts de 24 heures. Ouais, c'est ça. Justement c'était ma dernière question pour la dernière partie. Au final, est-ce qu'il y a des actionnables, est-ce qu'il y a vraiment des points sur lesquels on peut travailler très très vite, un peu des tips and tricks de la culture d'entreprise et de l'employer branding? En fait, les actionnables, et c'est ça le plus gros challenge, et c'est pour ça qu'on a du taf aussi avec Nemesis, c'est de réussir à distiller en fait ce qui est souvent vécu de la manière la plus pure, tu vois, dans les comportements, dans la vision. T'es très fort dans les boissons, toi. Écoute, j'adore le café, hein, donc voilà. Mais non, mais tu vois, distiller vraiment ce qui est vécu et en fait, pas arriver à un effet waouh en disant waouh, ma vision elle claque, c'est juste de dire mais putain, c'est nous en fait. Tu vois, et ça part de là. Et s'il y a des choses à mettre sur papier, c'est la vérité de réellement ce qui est vécu pour justement, et on y revient, à faire percoler sur tout le reste. Et là, après, tu as une bonne base de travail pour commencer à bosser, tu vois. Mais, et souvent, faire ce travail sur soi-même, c'est extrêmement difficile. Tu vois, c'est comme si tu faisais une thérapie envers toi-même. C'est très compliqué. T'as pas de recul, etc. Parce que vous faites, c'est un peu une thérapie. Hein. Ouais, ça y ressemble. Hein, vu qu'on, on travaille en immersion, aller voir tous les pain points. Ouais. On est en thérapie d'entreprise. Oui, c'est un peu ça. C'est clairement ça en fait. Et en fait, l'idée, comme on te le disait, c'est d'aligner vraiment ce qui est dit, écrit et vécu. Et pour ça, on lit les documents. On a des
d'innombrables heures avec les fondateurs pour comprendre ce qu'ils ont dans leur trip. Aussi cut tout le bullshit qui est dit, parce que même souvent tu prends des réflexes, même en tant que fondateur, de manager. Mais t'es toujours en vente, hein. Oui, c'est ça, t'es dans de la vente, tu vois. Hein, et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et nous, on gratte jusque-là pour dire, mais en fait, tu dois comprendre que ce qui est juste, tu vois, et même ce qui est moins shiny aura le plus d'impact. Parce que ça sera vrai et ça sera facile et naturel. Et c'est là où tu commences vraiment à créer un d'effet boule de neige en interne où tu ne dois plus changer ton comportement. Tu es très clair dès le départ et en fait tout ça devient, tu joues libéré. Si je dois donner une autre métaphore dans le sport, un tennisman qui joue libéré, tu le sens direct. Il va taper, tu vois, long de la ligne, il va prendre des risques et tout va rentrer. Il va être en hyper bonne forme et en confiance. C'est pareil pour les boîtes en fait. Si tu commences à complètement avoir une dissonance cognitive sur ce que tu annonces, ce que tu as réellement vécu en interne, machin, et que tu commences à faire des compromis, parce que souvent ça c'est le plus gros. Je pense que c'est le plus grand impact qu'on a sur des boîtes, c'est de commencer à tuer tous les compromis qui existent. Et quand tu commences à ne plus faire de compromis, tu deviens extrêmement clair sur qui tu es et tu deviens quelque part clivant, mais être clivant, c'est extrêmement bien. Parce que des boîtes clivantes aujourd'hui dans le monde, c'est Apple. Hein. On pourrait se dire, oh, c'est mass market. Non, ils ont 18% du marché. C'est extrêmement clivant. Hein. Mais pourtant, c'est une des boîtes les plus puissantes au monde. Et pourquoi elle est puissante? Parce que c'est extrêmement clair ce qu'ils vendent comme idée et que tout le monde, soit tu adores Apple, c'est une religion, soit tu détestes Apple et tu es un pro Samsung et tu vas cracher toute ta vie sur Apple et un jour tu vas avoir un iPhone en main et tu vas changer. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais je sais pas si toi... Ou tu es un pro la marque chinoise dont on ne parlera pas, dont on taira le nom. Ok, super. Mais en gros, voilà, moi je dirais que tout se résume. Quand j'entends ce que tu dis et ce que vous dites, c'est vraiment l'authenticité et d'aller vraiment rester toujours authentique avec ses valeurs. Un challenge dont on parlera une autre fois, surtout quand on grandit, comme pour nous, on voit que justement percoler, faire distiller, rester authentique, pas faire de compromis. Je fais beaucoup plus de compromis aujourd'hui qu'il y a 10 ans et je pense que c'est pas une bonne chose. Non. Mais ça sera pour ma thérapie avec vous. Donc, restez authentique. Yael, Sydney, tout grand merci pour ce pur moment de bonheur. Merci Steph. Et à tous les auditeurs, je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao. 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 Bis.